Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. La monnaie libre June et d'Unitaire, le logiciel qui l'a fait fonctionner, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme une nouvelle chronique de Jean-Christophe Becquet sur la chanson française mais amusante de Captain et aussi une nouvelle chronique FHX de Florence Chabanois. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Avani, coordinatrice vie associative et responsable de projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 6 mai 2025, nous diffusons en direct sur Radio Cause Commune, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Et nous saluons également les personnes qui nous écoutent sur la web radio Radio Cigaloun et Radio Libre en Périgord. À la réalisation de l'émission, aujourd'hui, Magali Garnero. Bonjour. Salut. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons commencer par la chronique Pépite libre de Jean-Christophe Becquet, qui chaque mois nous présente une ressource sous licence libre, texte, images, vidéos ou bases de données, sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Les auteurs et autrices de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sous les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. Bonjour Jean-Christophe, tu es là ? Bonjour Isabella, bonjour à tous, bonjour à toutes. Le thème du jour pour ta pépite est la chanson française mais amusante de Captain. À toi. Texte libre, images libres, vidéo libre ou base de données libre partagent un ancêtre commun, le logiciel libre. En effet, lorsque les premières licences libres voient le jour en 1984, c'est pour permettre la copie, l'étude et l'amélioration des codes sources de logiciels. L'idée géniale consiste à s'appuyer sur les privilèges exclusifs réservés par le droit d'auteur, non plus pour restreindre, mais pour encourager le partage. Les fameuses libertés sont inscrites dans une licence originale, mais basée sur le cadre législatif existant. Cette construction garantit la sécurité juridique des ressources libres. Pendant les 20 premières années, les licences libres s'appliquent principalement dans le champ du logiciel. Les réflexions pour décliner ces principes à d'autres types de contenus émergent au début des années 2000. On assiste à la rédaction de la licence Art Libre en juillet 2000, puis des Creative Commons fin 2002. Dans le même temps, les premiers grands projets collaboratifs pour le partage de la connaissance sous licence libre voient le jour. Wikipédia en 2001, Wikimedia Commons et OpenStreetMap en 2004. L'artiste que j'ai choisi de mettre au centre de ma chronique aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette dynamique des licences libres. Clément Oudot part du logiciel libre, avant d'étendre sa pratique des licences libres au partage de sa musique et des paroles de ses chansons, sous le pseudo KPTN prononcé Captain. Les plus fidèles à l'écoute de Libre à vous ont déjà entendu Captain. Nous diffusons régulièrement sa musique et dans l'émission du mardi 25 juin 2024, il répondait au micro de Julie Chaumard. Son histoire avait retenu mon attention. Grâce à la transcription publiée sur Libre à lire, il m'est facile de le citer. C'est un engagement personnel. Depuis 20 ans, je travaille dans le logiciel libre. Et pas uniquement pour des aspects techniques, vraiment aussi pour des aspects humanistes et de partage. Comme loisir, je fais de la musique. Naturellement, je me suis dit qu'il était bien aussi de partager avec le plus grand nombre. Clément Oudot prenait aussi la plume dans le Lama déchaîné numéro 2 du 30 octobre 2024.
Cela m'a semblé une évidence de choisir une licence libre pour ce travail. CC by SA, art libre. C'est ainsi qu'est sorti Flamme, le premier album de Captain, disponible en CD, disponible sur le site en vente libre, en streaming et même en papier Debian. Captain se définit comme auteur, compositeur, interprète. Ces 4 albums sont disponibles en intégralité sur son site kptn.org. Enregistrement audio, mais aussi texte de ses chansons. Dans son agenda, défilent des événements incontournables du libre. Les journées du logiciel libre de Lyon, le campus du libre, et même les fameuses rencontres mondiales du logiciel libre. Mais aussi la fête de la musique, des concerts et plusieurs émissions de radio, dont Libre à vous. Captain n'est pas seulement musicien, il est aussi poète et observateur du monde contemporain. Il chante le travail et l'argent, l'ivresse et la mélancolie, la nostalgie, l'amour, la paternité, la vie quoi. Allez, puisque c'est libre, je vous partage 2 extraits qui m'ont particulièrement touché. Tout le temps. Doucement, lentement, sans précipitation, savourons chaque instant, marchons vers l'horizon. Nous avons tout le temps. Et pour terminer, Super. Une chanson dédiée à ces filles Claire et Lucille. Enfin, je te le dirai, que l'amour est un mystère, que la vie est éphémère, que j'ai toujours été sincère, que j'ai été, j'espère, que j'ai été ce père. Super. Et maintenant, je crois que nous allons pouvoir écouter une chanson de Captain. C'est ça, Jean-Christophe, je te le confirme. Merci à toi pour cette chronique sur un artiste qu'on aime tout particulièrement à Libre à vous. Et je sais que Magali aussi à la régie a hâte de lancer l'une de ses musiques. Je t'ai dit au mois prochain. Entendu, belle émission au mois prochain. Bon après-midi à tous. Nous allons donc faire une pause musicale. Et après la pause musicale, nous parlerons de la monnaie libre Gin et du logiciel libre d'Unitaire qui l'a fait fonctionner avec nos personnes invitées. Malheureusement, le morceau que Jean-Christophe voulait d'abord faire passer à la radio était un petit peu trop long pour notre pause musicale, mais on a trouvé un autre qui est très bien et qu'on diffuse pour la première fois, c'est Taratata, donc par Captain. On se retrouve dans environ 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Je rêve de paillettes, de bijoux, d'une veste en cuir avec des clous, je brille dans la nuit. J'imagine les néons et les spots dans le public, il y aura mes potes et ma mère aussi. Quand Nagui racontera ma vie, je jouerai bien, la nostalgie ce sera troublant. Faudrait de la chance et du talent pour entrer dans la cour des grands, je veux aller à Taratata, jouer de la guitare au tutu et montrer mes plus beaux tatous pour être une star et faire la cul. Tu sais, moi je suis prêt à tout. Je veux aller à Taratata. La lumière glissera sur ma peau, je traverserai le plateau, ce sera joli. Demanderai à Pulicino de faire un gros plan sur mon dos et sur ma mère aussi. Quand Nagui fera son interview, je ferai semblant d'être un peu fou, ce sera marrant. Faudrait de la chance et du talent pour entrer dans la cour des grands, je veux aller à Taratata. J'écris un costard à tonton, le kit de couture à tata pour mettre un pied dans l'émission, je pourrais faire n'importe quoi. Je veux aller à
temps. Qu'elle contacte tout de suite mon agent. Sur le prix, il ne sera pas méchant. Ma mère ne parle jamais d'argent. Ta-ta-ta. Je veux aller à. Ta-ta-ta. Je veux aller à. Ta-ta-ta. Nous venons d'écouter Taratata par Captain, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA 4.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur la monnaie libre June et d'Unitaire, c'est-à-dire le logiciel qui l'a fait fonctionner. Ce sujet sera animé par Emmanuel Charpentier qui est avec moi sur le plateau. Bonjour Manu. Bonjour Isa. Et nos personnes invitées sont Hugo Transo, Martial alias Maltir et Sarah qui contribuent à différents titres à la monnaie libre. Toutes les trois participent à distance. J'espère que vous êtes tous et toutes là. Bonjour à vous. Bonjour. 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 Ah, j'ai entendu 3 bonjours. On est content ici. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton chat. Toutes les références de l'émission seront rendues disponibles sous la page consacrée à l'émission libreavou.org/246. Donc la parole à Emmanuel Charpentier ou Manu. Manu, c'est bien aussi. Pour mener cet échange. Voilà, donc on a entre nous 1 heure pour discuter à bâton rompu de fric, d'argent, de monnaie. Nous avons 3 participants, alors à distance, donc les interactions nous allons nous organiser. Et pour commencer, je vous propose, chères personnes invoquées depuis chez vous, de vous présenter rapidement, sans forcément rentrer dans les détails, surtout sur la technique. Peut-être commencer par Hugo, Maltir et Sarah ensuite. Très bien, moi c'est Hugo. Je suis ici parce que je suis contributeur au logiciel d'Unitaire qui fait fonctionner la monnaie libre. J'ai une formation de scientifique et je vis à Toulouse. Et j'ai 30 ans. Maltir. Donc moi Maltir, je suis un utilisateur convaincu de la monnaie libre et de son intérêt. Et j'essaye de diffuser autour de moi cet intérêt pour la monnaie libre. Voilà. Et puis Sarah. Sarah, moi je suis de la région bordelaise, nouvellement arrivée dans la June depuis 2023. J'anime les rencontres pour diffuser la monnaie libre en Gironde et je suis impliquée dans plusieurs groupes pour faire vivre la June et qu'elle s'organise de mieux en mieux pour être diffusée. Très bien. Alors je vous propose, pour commencer à bâton rompu justement, et essayer d'évacuer le gros sujet, le gros caillou dans la chaussure. Alors on pourrait même dire qu'il y en a 2, mais on va rassembler. Qu'est-ce que vous pensez chacun de la monnaie en général, les monnaies classiques, et puis de cette monnaie dont on parle tellement en bien ou en mal en fonction des cas, du Bitcoin. Pourquoi pas le Bitcoin, pourquoi pas les monnaies traditionnelles? Et là, on peut peut-être faire à l'envers. On va partir Sarah, Maltir et Hugo, si vous voulez bien. Sarah, qu'en dis-tu? Alors moi, ça fait très longtemps que je cherche des alternatives pour reprendre un petit peu, je dirais, la liberté de pouvoir fonctionner. Et donc l'émancipation, je pensais que les éco-villages et tout, c'était une des solutions. Et oui, c'en est une, de devenir autonome dans son alimentation et de plus besoin d'avoir à aller acheter dans les supermarchés, c'en est une solution.
Mais à titre individuel, après, quand on veut échanger avec les autres, là, ça devenait on a besoin d'un échange. L'humain a créé la monnaie. Et plus je me suis renseignée sur la monnaie, plus je me suis aperçue que elle est passée dans le domaine privé et qu'on n'avait aucun contrôle dessus et que même les États et tout se retrouvent en fait coincés dans un système qui est pervers pour moi, je trouve. Donc ça, c'est par rapport à la création monétaire. La création monétaire, maintenant, elle est liée à la dette, comme on explique quand on fait des présentations de la monnaie libre. Parce qu'à on va dire que 98% de l'argent qui est créé actuellement est lié à un emprunt, donc il y a forcément un intérêt derrière, et il n'y a plus de création monétaire par un peu les billets et les pièces qui est fait pour soutenir les actions de l'humain. Et au niveau du Bitcoin, tant que le Bitcoin il est adossé à de la monnaie dette, en fait ça change pas grand-chose parce que pour l'obtenir, il faut échanger ce qu'on appelle des fiat monnaies pour en avoir. Donc pareil, même si la création en elle-même elle est plus par les banques privées ou des choses comme ça, ça reste quand même pas super évident d'en obtenir. Et pour l'instant, pour pouvoir créer des services et obtenir des bitcoins, c'est pas forcément super facile. Et c'est pas très facile d'utilisation pour tout le monde, en fait. Déjà, c'est pas utilisé partout dans les commerces et tout, il faut comprendre comment fonctionne un wallet. Enfin bon, ça reste un peu compliqué. Oui, il n'y a pas photo. Donc, voilà un peu mon point de vue. C'est peut-être un peu technique d'entrée de jeu, mais voilà. Alors, on n'est pas encore rentré dedans. Et puis Bitcoin, je pense qu'à peu près tout le monde a déjà entendu le terme. Après, peut-être... Alors, je vais repasser la main à Maltyr, si tu le veux. Peut-être nous définir la fiat monnaie. Ce qu'on appelle la monnaie fiat, c'est la monnaie de fait, en fait, celle qui est imposée par nos États. Donc, chez nous, c'est l'euro. Et cette monnaie, en fait, que l'État nous impose, elle est créée essentiellement par les banques commerciales lorsqu'elles nous accordent des crédits. Donc, cette monnaie est essentiellement réservée, finalement, la création monétaire est réservée principalement à ceux qui ont déjà de la monnaie. Et quand on parle de création monétaire, quand on parle du Bitcoin, la création monétaire, elle est réservée à ceux qui font tourner des nœuds d'unitaires, donc des grosses fermes qui consomment énormément de choses. Et donc en fait, là aussi, c'est réservé encore à des gens qui ont déjà les moyens. Même si à l'origine, ça pouvait être tout le monde. Aujourd'hui, la création monétaire Bitcoin, c'est réservé vraiment à une certaine élite. Donc c'est un des gros problèmes des monnaies, en fait, c'est que la création est réservée à certaines personnes. Et autre problème de la monnaie aussi, c'est la monnaie fiat, entre autres, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'elle mesure, parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment combien il y en a en circulation. Et donc, c'est difficile de savoir dire si je suis riche ou pauvre. Si je ne sais pas combien est-ce qu'il y a d'unités monétaires en circulation, je peux difficilement me placer par rapport à la moyenne. Voilà un peu les deux inconvénients pour moi des monnaies fiat et du Bitcoin. Et toi, Hugo, comment tu le vois de ton point de vue ? On a une super introduction à la fois sur l'euro et le Bitcoin. Moi, je vais essayer d'apporter un éclairage logiciel. Donc déjà l'euro on l'utilise tous sans forcément s'intéresser à comment elle fonctionne, et si on essaye de s'y intéresser on se rend compte que c'est une monnaie essentiellement numérique, c'est des systèmes de paiement, Visa, Mastercard, des banques, des comptes en ligne, c'est donc une monnaie très numérique mais opaque. C'est le logiciel qui la fait fonctionner sont souvent propriétaires, on peut pas lire, et même les règles de fonctionnement sont compliquées à comprendre. Et ce qu'on voit, c'est qu'elle introduit des tas d'inégalités. Et le Bitcoin, de ce point de vue-là, a été innovant et en ça nous a inspiré. Le code du Bitcoin est libre et il s'exécute de manière transparente. Donc tout le monde peut regarder les transactions qui sont effectuées sur le Bitcoin et de ce point de vue-là, tout le monde est égal. Mais le Bitcoin a oublié quelque chose, c'est que la création monétaire est extrêmement politique et comme il a soumis la création monétaire, donc les nouveaux Bitcoins qui sont créés, à des règles d'une
une sorte de course à l'armement à la puissance de calcul. Ça fait qu'elle reste assez centralisée, gérée par des acteurs qui ont les moyens de se payer des fermes de calcul, et en plus complètement anti-écologique, puisqu'elle consomme une quantité délirante d'électricité par rapport au service qu'elle rend. Le système monétaire euro, il consomme aussi de l'électricité, mais il nous rend d'énormes services parce qu'il permet de faire fonctionner les échanges monétaires qui sont nécessaires à l'économie. On pourrait quasiment dire que les bitcoins sont une monnaie libre, mais ça n'empêche que c'est peut-être pas quand même les bons algorithmes, les bonnes procédures, et la bonne gestion d'une manière générale communautaire. Il manque quelque chose, non? Qu'en dites-vous? Peut-être Sarah, est-ce que tu pourrais rebondir? En fait, j'ai eu beaucoup d'éclairage j'ai écouté une conférence qui a été enregistrée là dernièrement entre Étienne Chouard, Valérie Burgot et Jacques Chebinade, où, comme le disait Hugo, la création monétaire c'est très politique. Et ce qu'il notait, en fait, ce qui mettait en avant, c'est que si on regarde historiquement, si on a la chance de faire la fresque de la monnaie, on voit l'évolution de la monnaie. Et c'est que depuis fin 1800-1900 que ce sont les banques commerciales qui créent la monnaie. Mais avant, c'était régulé, il y avait des organisations qui créaient ou qui détruisaient la monnaie pour réguler la monnaie. Alors que maintenant, c'est complètement commercial, donc ça devient n'importe quoi. Et c'est ce qui est proposé, en fait, c'est de trouver un système monétaire qui nous permet d'avoir la gouvernance dessus, en fait, d'être capable de décider, est-ce que nous, en tant que société, on a besoin de créer de la monnaie ou pas besoin, et où est-ce qu'on veut la mettre, en fait, et comment on fonctionne, comment on devient souverain un peu sur la création monétaire. Et c'est pour ça que je trouve que la monnaie libre est assez intéressante, parce que déjà au niveau de la création monétaire, ça devient à échelle humaine. Donc c'est un humain, si on regarde la théorie relative de la monnaie, la relativité est basée sur la durée de vie de l'être humain de 80 ans. Donc la formule mathématique permet, si c'est un compte par être humain qui crée la monnaie, ça fait quelque chose qui est beaucoup plus équitable et qui est surtout intergénérationnel. Il n'y a pas de différence entre celui qui naît dans les années 80 avec celui qui naît dans les années 2000 ou qui naît plus tard, en fait, parce qu'il y a un système qui permet, en fait, de réguler. Et après, c'est à savoir comment, justement, on prend des décisions par rapport à cette monnaie, ou est-ce que c'est vraiment cette monnaie-là qui peut être référence, ou est-ce qu'il y a plusieurs monnaies, et on a une diversification de la monnaie, ce qui est totalement l'inverse de ce qu'on est en train de faire, puisqu'on est en train de, justement, uniformiser avec, on est passé du franc à l'euro, le dollar, là, les BRICS sont en train de faire aussi une monnaie carrément entre les Chinois, les Russes, l'Afrique du Sud et tout, donc ça serait, est-ce que c'est l'inverse, qu'on a des monnaies locales, et après, on a des moyens d'échanger entre nous à des échelles plus grandes. Et donc la question se pose vraiment au niveau politique et au niveau de prise de décision, de récupérer en fait la création monétaire pour nous au niveau politique. J'ai entendu théorie relative de la monnaie. Est-ce qu'il y en a un de vous trois qui a les références et qui pourra dire aux auditeurs sur quoi se reporter? Ça correspond à quoi ce truc-là? TRM, théorie relative de la monnaie? Peut-être Maltyr Oui, Maltyr, par exemple. Ouais, TRM, théorie relative de la monnaie, c'est ce qu'a écrit Stéphane Laborde. Il a commencé à écrire ça en 2009, première édition en 2010 ou 2011, je sais plus, et il a commencé à conférencer sur cette théorie. L'idée étant que on se base un peu, il s'est un peu inspiré du logiciel libre en indiquant 4 libertés, qui sont la liberté de choisir sa monnaie, liberté de créer des ressources, liberté d'utiliser, liberté d'échange. En fait, je ne sais plus exactement quelles sont ces 4 libertés, j'ai un petit peu oublié, mais ça revient surtout à ce que chaque être humain doit créer la même part de monnaie, quel que soit le lieu et quelle que soit l'époque, en fait. Et il me semble qu'il y a des PDF, il y a des PDF qui sont téléchargeables sur Internet, Ouais, le livre est téléchargeable en PDF et il est disponible aussi en accès libre sur créationmonétaire.info. Et donc on mettra sûrement dans
dans les choses à lire. C'est très très long, très compliqué. Tout le monde n'a pas tout lu, donc certains se contentent de la TRM pour les enfants, qui est beaucoup plus simple, mais vraiment basé sur cette idée que voilà, on doit créer la monnaie doit être créée par dividende universel et pour tous les êtres humains à part égale. Voilà. Alors par contre là tu viens d'introduire un autre concept encore, alors parfois c'est bien, on va voir comment on peut rebondir là-dessus. Le dividende universel, ça ressemble à un salaire, ça ressemble à quelque chose, un revenu, mais c'est encore autre chose. Allez Hugo, est-ce que toi tu vois ce que c'est ? Ouais, le dividende universel, ça fait une bonne transition parce que tu parlais de logiciel libre. En fait, c'est pas le logiciel qui est libre, hein, l'idée, c'est les humains qui sont libres grâce au logiciel. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est que il y a pas de liberté sans égalité. Hein. La liberté sans égalité, c'est du libéralisme. On voit bien ce que ça donne. Et on va dire que le Bitcoin, c'est un peu ça. C'est une monnaie libérale. Mais ce qui lui manque comme critère essentiel c'est l'égalité. Et donc c'est ce qu'a montré la théorie relative de la monnaie, c'est que si on veut faire une monnaie qui soit égalitaire, l'égalité en étant une précondition à la liberté, il faut faire ce que la théorie a appelé un dividende universel, ce qui correspond à une création monétaire qui soit égale entre tous les individus et dans le temps. Alors la création monétaire, déjà, c'est un concept qui est un peu nouveau parce que tant qu'on s'y est pas intéressé, on se contente de voir des euros et on se dit les euros ils me viennent de mon travail parce que quelqu'un me les a donnés pour mon travail par exemple, ou je suis rentier, j'en sais rien, et je les dépense pour avoir ma nourriture, mon logement et ainsi de suite. Sauf que cette monnaie qui est en circulation, elle a bien été créée à un moment. Et pour prendre l'exemple de l'euro, elle est créée, comme disaient tout à l'heure Sarah et Martial, par des banques privées, puisqu'on a choisi de privatiser la création monétaire, et sur des critères qui lui sont propres, qui sont souvent des critères de rentabilité, même si on se rend compte qu'elle est aussi inégalitaire d'un point de vue de genre, d'un point de vue racial. Et donc pour avoir une création monétaire, ce crédit bancaire, c'est pas une solution qu'on retient dans la monnaie libre. On passe par une création monétaire égalitaire, c'est-à-dire que la monnaie qui était en circulation, elle a été créée initialement et elle continue à être créée dans le temps de manière répartie entre tous les individus et à part égale. Et c'est ça qu'on appelle dividende universel. Et concrètement, ça prend la forme de, une fois qu'on est membre de la monnaie libre, membre, c'est ouvert à tous les humains, mais un seul compte membre par humain, cette monnaie, elle est créée quotidiennement sur le compte et c'est une monnaie qui sert de base aux échanges. Alors, pour le coup, je me rends compte qu'il y a une notion de communauté, peut-être. Est-ce qu'il y a un rapport ? Alors, on pourrait peut-être comparer les monnaies traditionnelles à des choses qui viennent d'en haut. Et est-ce qu'on pourrait considérer que les monnaies libres, ce sont des choses qui viennent un peu plus d'en bas, des communautés, des monnaies locales ? Est-ce que les gens doivent se retrouver entre eux sans vraiment de chef ? Est-ce que Sarah, toi, ça te parle ? Est-ce que tu as rencontré ces cas de réflexion ? Donc oui, en fait, c'est vraiment comme l'explique Hugo, hein, c'est le mécanisme qui est proposé. Donc c'est une proposition qui est faite, la monnaie libre. Donc pour l'instant, moi, vraiment, ce qui caractérise la monnaie, j'en connais qu'une, c'est que la monnaie libre. S'il y a des internautes ou des personnes qui en connaissent d'autres, on sera ravis. Même si on pourrait dire que le jardin d'échange universel est une monnaie libre, c'est pas vraiment ça parce que c'est plutôt des reconnaissances qui se font entre les humains. Mais là, on est vraiment sur la création monétaire avec la June et c'est vraiment la seule monnaie libre. Donc les monnaies libres, je suis pas sûre. Et si on prend l'exemple de la monnaie locale qui a été utilisée à un moment donné pendant la crise de 28-30 par certaines municipalités, où là ils créaient quelque part un peu de la monnaie, donc ça a d'ailleurs été interdit par les banques privées, et ben là maintenant les monnaies locales ne créent plus en fait la monnaie, ils sont adossés à l'euro. Donc il n'y a plus vraiment, la création monétaire est vraiment verrouillée en ce moment par l'État, par les lois, et voilà. Donc on pourrait avoir des monnaies locales qui sont créées, mais il faudrait changer les lois, il faudrait changer les choses, quoi. Donc
Je ne sais pas si je réponds à la question. Moi, je pense aux monnaies locales comme j'ai un papier, j'ai un stylo, j'écris un Manu sur mon papier. Ça y est, j'ai fait de la création monétaire. Est-ce que c'est suffisant ? Ou est-ce qu'il faut un peu plus ? Est-ce qu'il faut peut-être que ce soit reconnu par un groupe ? Alors, nous, au niveau de la monnaie libre, j'imagine que, en fait, là, si on fait j'ai un papier et puis je crée ma monnaie comme ça sur un papier, ça ressemble beaucoup au jardin d'échange universel, c'est ce qu'ils font, ils créent sur un papier. Pour que ça soit plus sécurisé, parce que pour l'instant, en fait, si je crée sur un papier, c'est vraiment la confiance que j'ai entre l'autre qui écrit sur un papier, j'ai créé ça et puis toi, tu échanges avec ça et quelle est la valeur et je peux en écrire autant que je veux, en fait. Et c'est le gros problème qu'il y a sur la création monétaire, c'est comment on régule, parce que si on en crée trop, ça vaut plus rien, et si on n'a pas assez, on n'en a pas assez pour échanger, pour faire en sorte, et c'est tous les mécanismes économiques qui demandent à s'informer là-dessus. Et donc pour justement pallier à ça et avoir quelque chose qui régule, la monnaie libre utilise des outils qu'on appelle des monnaies numériques, de la crypto-monnaie. Et donc là c'est un logiciel. Donc c'est tout à fait possible de le faire avec du papier, mais par contre il faut que ça soit enregistré. Ça veut dire que moi, en tant qu'utilisateur de la monnaie libre, je dois avoir des junes sur mon compte. Et je peux dire en papier que c'est ça, mais la transaction doit être inscrite sur le registre d'enregistrement des transactions au niveau de la monnaie libre. Donc ça peut se faire en papier, mais ça doit forcément, pour utiliser la monnaie libre June, être inscrite dans la blockchain. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, pour sécuriser en fait le mécanisme. Est-ce que ça répond à ta question, Manu ? Au moins partiellement. En tout cas, j'ai entendu blockchain dans le lot. Je suis un peu embêté parce que c'est compliqué à expliquer aussi. Je peux, mais oui, vas-y. Je peux peut-être intervenir. En fait, ce qui est intéressant avec la monnaie papier, en fait, ça nécessite de faire confiance à celui qui émet la monnaie. En fait. Donc quand on utilise le jeu, par exemple, ou d'autres choses dans le même genre, qu'on écrit sur des papiers, des monnaies, des échanges qu'on se fait, ça nécessite quand même d'avoir confiance en la personne qui a écrit le bout de papier pour dire qu'elle a vraiment fait cet échange et qu'elle n'invente pas quelque chose, une monnaie, des unités qu'elle n'aurait pas. Et donc en fait c'est aussi un des rôles de la monnaie fiat par exemple ou d'autres monnaies, c'est d'être un intermédiaire de confiance, savoir si est-ce que j'ai confiance, je n'ai plus besoin d'avoir confiance en la personne avec qui je fais l'échange, le confiance en la monnaie, le fait que la monnaie ait une valeur en elle-même qui est reconnue par le groupe ou par l'État ou par une blockchain, me permet en fait de dire j'ai confiance dans cette monnaie, même si je ne connais pas la personne, le fait qu'elle me donne cette monnaie me permet de faire l'échange. Et c'est aussi intéressant de savoir en qui on fait confiance quand on fait une monnaie. Et c'est là souvent que j'invite les gens à sortir un billet de banque de leur poche et de regarder qui est-ce qui a signé au dos du billet de banque en euros, pour voir en qui on fait confiance. Alors, si je comprends bien, la blockchain, ce serait un endroit où on inscrit tous les échanges qui ont eu lieu, et les échanges sont faits entre... Alors, là aussi, j'avais cru entendre, mais en dehors peut-être, la notion de confiance, de toile de confiance, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui. Je peux en parler un peu. Oui. La toile de confiance, c'est une solution technique qui permet d'avoir une identité distribuée. Alors là, il y a plein de mots compliqués. Oui. Mais si on s'intéresse au lien entre l'identité et la monnaie, on voit que donc, dans le système euro, si on veut créer de la monnaie, il faut aller voir la banque et faire un crédit. La première chose que nous demande la banque, c'est une preuve d'identité. C'est-à-dire une manière de réguler et d'être sûr qu'on ne va pas se pointer dans 10 banques différentes en donnant 10 identités différentes pour avoir 10 crédits qu'on remboursera jamais. Donc le système euro, donc avec ses banques privées et son identité nationale, par exemple carte d'identité ou internationale, passeport, il a besoin d'une notion d'identité, mais celle-ci elle est délivrée par un État. Donc si on est sans papier, on est exclu du système.
Nous, on voulait vraiment faire un système égalitaire, et donc on a dû trouver une solution pour que les humains puissent se connecter à un système numérique, la monnaie, on est une monnaie numérique, en ayant une identité, et une identité, donc ça c'est bien, on sait faire des comptes et tout ça, mais une identité unique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plusieurs comptes. Et donc la toile de confiance, ça porte bien son nom parce que comme on a dit, la confiance c'est vraiment ce qui est nécessaire pour que la monnaie soit reconnue par les autres. En fait, la toile de confiance, c'est une reconnaissance mutuelle de pair à pair qui dit ce compte numérique là, il est bien associé à tel humain et c'est un humain qui va pas chercher à faire plusieurs comptes pour abuser du système. Et donc très concrètement, ça se passe par des rencontres en physique, puisque c'est la seule manière de savoir qu'on a vraiment une personne en face de nous et pas un robot ou une simple boîte mail automatique ou quelqu'un qui essaye de se cacher derrière plusieurs identités. Et lors des rencontres physiques entre plusieurs personnes, donc une personne qui est déjà membre de la toile de confiance de la June, donc cette personne va certifier la personne qu'elle a en face d'elle en disant voilà, ce compte appartient bien à cette personne. Et comme ça, on a une toile de confiance qui compte actuellement à peu près 8000 personnes qui sont, alors pas qu'en France, en Espagne, en Belgique, puis aussi un peu plus loin sur Terre. 8000 personnes qui sont reconnues et on est assez confiant dans le fait que ça corresponde à chaque compte membre sur cette toile de confiance correspond à une personne physique. Et les règles qu'on a choisies, mais ça ce n'est que nos règles, il faut recevoir 5 certifications pour rentrer, et les certifications, on en a un stock limité, on peut les émettre à une fréquence limitée. Tout ça pour contrôler en fait la création d'identité numérique, qui, je le rappelle, rend éligible au dividende universel, donc à une création monétaire, à une quantité de monnaie qu'on reçoit chaque jour, chacun sur son compte. Dans ces 8000 participants, alors là je vais m'orienter vers Sarah, il y a un chef, il y a quelqu'un qui organise tout ça ? Pas du tout, on est vraiment dans le libre, on est sur un mouvement qui est en train de grandir où en fait on commence à se responsabiliser. Je pense que pour qu'il y ait un chef, qui dit chef, on peut remonter à notre éducation, on a parents en fait, c'est qu'on sait pas comment faire et tout. Donc là on est sur une proposition qui est on prend ses responsabilités. Si on trouve donc 5 personnes qui certifient que j'ai bien qu'un seul compte membre, que je suis bien un humain, que j'ai la confiance de ces 5 personnes qui me certifient, je deviens membre de la toile de confiance. Et si je mens à ces personnes-là en leur disant oui, j'ai pas d'autres comptes membres, c'est sa responsabilité. Après, ça peut se recouper et puis on peut trouver puisque justement la toile de confiance, tous les mécanismes peuvent permettre de se connecter. C'est justement là, comme le disait Hugo, si on se rencontre en vrai, je donne ma confiance, c'est un échange de confiance. Donc si je brise ma confiance, ça brise la confiance et donc l'expérience est plus valable, quoi. Et donc il n'y a pas de chef et c'est là, je dirais, un peu le défi qu'il y a dans cette communauté, c'est qu'il n'y a personne qui est là pour trancher. Là, actuellement, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises par les développeurs, puisque c'est ceux qui codent, qui font le développement du logiciel, donc de la blockchain, et qui permettent de pouvoir utiliser cet outil-là. Donc, ils prennent beaucoup de décisions entre eux. Ils se consultent et puis voilà, mais le logiciel il est ouvert. Et je dirais pour des développeurs c'est quelque part plus simple parce que en gros c'est un peu l'ordinateur, c'est la machine qui va dire oui non en fait. Il faut une proposition à la machine, ça marche, ça marche. Un autre développeur va faire une autre proposition et puis là ça marche plus donc sa proposition est rejetée, ou les autres développeurs vont dire non mais ça va impacter sur ça va faire nanana. Quand on discute avec une machine, elle n'a pas d'émotion. Par contre, quand on rentre au niveau politique, et ça c'est la politique, c'est en fait comment on prend des décisions en groupe.
C'est dans quelle direction on va, quelle est la fonctionnalité qu'on a besoin, quelle est la valeur de telle chose, combien je vais dépenser de June ou de dividendes universels pour acheter ça, comment on décide de telle couleur qui est le logiciel, enfin je dis des choses comme ça. Et c'est là où moi je trouve qu'en ce moment dans la communauté, elle est un peu jeune, donc elle s'est pas encore dotée d'outils pour permettre de prendre des décisions collectives, parce que justement, il n'y a pas de chef. Donc c'est un peu celui qui fait, qui décide quelque part, mais dans quelle limite on peut justement commencer à faire en groupe, et comment on fait pour prendre des décisions en tant que groupe, et en groupe local à la limite ça va parce qu'on se voit, mais après en groupe régional, en groupe national, et là la June elle est utilisée au niveau international. Comment on fait pour dans différentes langues créer des protocoles qui vont nous permettre de prendre des décisions quelque part où tout le monde est assez d'accord dans l'ensemble. Voilà, donc pour répondre à ta question, non, il n'y a pas de chef. Alors, notons, chers auditeurs, que moi je l'ai sous les yeux, mais vous l'avez entendu plusieurs fois, c'est la June, mais c'est écrit bizarre ce truc. Qui a imaginé ce nom et qu'est-ce que ça veut dire, quoi. C'est un peu compliqué. Allez, Maltir, peut-être que tu sais, peut-être que tu as l'histoire de ce truc. Je sais vaguement, en fait, c'est un G avec une brève dessus. Ce G, pour ce que j'en sais, c'est un hommage à un mathématicien qui a écrit un théorème d'incomplétude et d'incertitude, disant grosso modo que quel que soit le système axiomatique, on ne peut rien démontrer et on peut toujours faire une démonstration qui est fausse. Donc le gars, il a réussi à démontrer qu'on ne peut rien démontrer, je trouve ça assez balèze. Donc ce petit G, c'est un petit hommage, et comme c'est la première, c'est un 1 pour dire une, du coup c'est la June, voilà. Ah oui, d'accord, c'est relativement simple, c'est amusant et ça coule bien, le nom, la sonorité est sympathique. Je vous propose une petite pause musicale. Ouais, oui, donc vous écoutez déjà Das wir die Lieden par Bielir in Kern deiner Ufken. C'est un titre compliqué. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute de ce morceau bien rock. On se retrouve dans un peu moins de 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Coscommune, la voix des possibles. Gesetze, ihr seid bunt und ihr seid grau, ihr nehmt alles ganz, ganz
Nous venons d'écouter Das wir dir leiden par Delir im Kern deiner Hoffnung, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons poursuivre notre discussion. Je suis Isabelle Lavani et cette émission est consacrée à la monnaie libre June et au logiciel libre d'Unitaire qui l'a fait fonctionner. Et Emmanuel Charpentier anime ce sujet avec Hugo Transo, Martial Alia-Maltir et Sarah du collectif Mise à jour V2. N'hésitez pas à participer à notre conversation 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Donc nous reprenons. Merci pour votre patience. Donc effectivement, nous parlions de la June et de monnaie libre d'une manière générale. Donc les monnaies libres, par opposition, on va dire, ou en tout cas continuation, réinvention de ce que c'est qu'une monnaie, des monnaies donc des nouvelles monnaies décentralisées, souvent informatisées. Donc là, en l'occurrence, c'est la June. Alors on m'a dit sur le chat aussi qu'il était question de Gödel. Et effectivement, là, je verrais bien une touche de Stéphane Laborde, un des théoriciens de nos monnaies modernes, qui aime beaucoup les mathématiques. Donc il a des petites passions qui se retranscrivent là-dedans. Et effectivement, on fait de l'informatique avec de la monnaie libre. Je connais un développeur qui est avec nous, normalement, Hugo, tu codes, il me semble, pour faire ces monnaies libres, non ? Ah oui, tout à fait. Et donc, qu'est-ce que tu es en train de faire, ou qu'est-ce que tu as déjà fait dans le passé et qui se continue en ce moment ? À propos de la monnaie libre, oui. Alors nous on travaille sur une version 2 des logiciels puisque la version 1 a été commencée à peu près en 2015 par quelques personnes qui se sont intéressées à la théorie de Stéphane Laborde avec la June qui a été lancée en 2017. Et donc tous ces logiciels vieillissent un peu, ils ont évolué depuis le temps, mais on a décidé ensemble, entre développeurs, que ce serait bien de proposer une nouvelle version qui reprenne un peu tout et améliore le fonctionnement, notamment pour passer un peu plus à l'échelle, c'est-à-dire pouvoir accueillir plus de personnes sur la monnaie et puis surtout être plus nombreux à la comprendre. Parce qu'on pense que pour prendre des décisions de manière démocratique, il suffit pas d'avoir quelques élites qui échangent de manière opaque sur des sujets que personne ne comprend, mais il faut que tout le monde ait accès à la connaissance, comprenne le fonctionnement du système, et puisse émettre des suggestions, des remarques, et que l'évolution du logiciel soit guidée collectivement. Et donc la version 2 du logiciel d'Unitaire va dans ce sens. On cherche à construire un logiciel qui permette de tous ensemble le faire évoluer dans une direction qu'on a choisie ensemble. Alors, tu l'as dit rapidement, en tout cas, je l'ai entendu passer, mais je ne sais pas si tout le monde a noté le nom du logiciel qui permet de faire fonctionner la communauté, cette communauté de 8000 participants, donc qui constitue une toile de confiance et qui utilise, grâce à cette toile de confiance, qui échange des monnaies June. Donc c'est d'Unitaire, tu ne prononces pas le D en séparé, hein, c'est pas d'Unitaire, d'Unitaire, et là il y a une V1 et vous êtes en train de faire la V2, c'est ça ? Oui, c'est ça, d'Unitaire, D-U-N-I-T-E-R. Alors, il y a plusieurs références, hein, donc DU, le dividende universel, la dune, avec les grains de sable qui, sans cesse... Alors là, une dune se déplace, même si c'est toujours des grains de sable différents, un peu comme l'humanité avance, même si c'est toujours des individus différents qui la composent, parce que dans la théorie relative de la monnaie, il y a vraiment une notion de vie humaine, qui a un début, une fin, et pendant sa vie, l'humain crée la monnaie et l'échange. Et on trouve ce genre de références un peu dans tous les noms, donc la June, le théorème d'incomplétude de Gödel, là, et puis aussi dans la théorie relative de la monnaie. En fait, la relativité fait référence à la relativité, puisque la June est aussi une unité de mesure de valeur. Et donc, tous les gens qui ont un goût pour les sciences et la vulgarisation scientifique ne manqueront pas de remarquer toutes ces petites références
pense à des grands champs de la science, à la fois dans la théorie et puis dans les noms qu'on utilise au quotidien. Alors peut-être que je peux me retourner vers Sarah. Est-ce que d'unitaire, c'est facile à utiliser? Est-ce qu'on s'y met facilement à ce groupe de 8000 personnes? Il faut se réunir tous ensemble? Il faut faire quoi pour participer? Alors en fait, c'est assez amusant que tu poses cette question-là parce que je pense que les utilisateurs, 90% des utilisateurs ne connaissent pas d'unitaire. Donc d'unitaire, c'est vraiment le logiciel qui gère la blockchain et c'est vraiment une inscription, c'est un logiciel qui est pas forcément accessible aux utilisateurs lambda qui n'ont pas de notion de code. Par contre, ce qu'ils utilisent, c'est d'autres applications qui se connectent aux informations qu'enregistre d'unitaire et justement qui lisent ces informations pour les donner accessibles aux utilisateurs. Et c'est ce qu'on va appeler des logiciels clients. Donc, c'est d'autres logiciels qui sont développés par d'autres développeurs qui se connectent en fait à la blockchain, lisent les informations, les transmettent aux utilisateurs et font des requêtes pour inscrire dans la blockchain quand il y a une transaction ou quand il y a une certification. Donc ils envoient, donc là il y a des actions qui sont faites par l'utilisateur et qui sont envoyées à d'unitaire et qui va les inscrire dans la blockchain. Donc c'est plutôt ce qu'on appelle un client. Et là le client qui est le plus utilisé en ce moment au niveau des utilisateurs, c'est Cesium. Et qui là est aussi en train d'être revu pour s'adapter donc à d'unitaire V2 et donc il y a plein de clients aussi, d'autres clients qui sont en train de se développer aussi pour proposer d'autres façons de lire les informations de d'unitaire. Voilà. Alors comment ça se passe? Alors on m'a dit, j'ai entendu des gens qui me disaient que des fois ils avaient perdu l'accès à leur compte. C'est-à-dire qu'effectivement on crée un compte, on est connu, on a signé, on est inscrit dans la toile de confiance, mais malheureusement c'est de l'informatique, on peut perdre des accès, non? Alors peut-être Maltyr, je ne sais pas si tu as déjà rencontré ce problème-là. Oui, tout à fait. En fait, on a effectivement souvent des gens qui perdent l'accès à leur compte, bien qu'on leur ait expliqué plusieurs fois que, en fait, il s'agit d'une blockchain. Il n'y a pas d'organisation centrale qui permette de récupérer un mot de passe ou qui permette de se reconnecter, de retrouver les secrets de connexion. Donc, ces gens qui ont perdu leur accès à leur compte se retrouvent sans leur JUN, ils perdent leur JUN, en fait. Et on peut recréer un autre compte au bout de quelques temps, puisque un compte qui n'est pas accédé est révoqué au bout de 2 ans. Donc en fait, la personne doit attendre jusqu'à parfois 2 ans avant de pouvoir créer un nouveau compte membre pour à nouveau créer des JUN. Ce qui n'empêche de créer un autre compte pour utiliser la JUN simplement pour faire des échanges. Et pour la création monétaire, effectivement, il faut être certifié. Donc en fait, ces notions de secret sont aussi des choses qui vont évoluer avec Cesium 2, puisqu'en fait en Cesium 1, il y avait une volonté de présenter l'accès comme avec un identifiant secret et un mot de passe qui était censé ressembler à ce que les gens utilisent un peu partout. Et en fait, du coup, ils ne comprennent pas qu'on n'arrive pas à retrouver leur mot de passe, mais en fait, c'est juste parce que ce ne sont pas vraiment des identifiants et secrets mot de passe, c'est ce qu'on appelle un sel et poivre pour créer un secret pour accéder à la blockchain. Donc, en fait, maintenant, avec l'unitaire V2, les logiciels version 2 vont plus insister sur ce côté crypto, en fait, de la monnaie, en expliquant qu'il s'agit bien d'un code secret personnel et que absolument personne ne peut retrouver votre code secret à votre place. Donc ça invite aussi les gens à se responsabiliser sur leur secret. Là, sur leur identité aussi. Si je comprends bien, je vais peut-être me retourner vers Hugo. Quelque part, ça ressemble à un Bitcoin, quelque part. C'est un peu les mêmes types de mécanismes. Si on perd son accès, on a perdu son accès. C'est plutôt définitif.
Alors, c'est une question de responsabilité, en fait. Quand on a un compte, par exemple, un compte sur un site en ligne, on lui délègue, en fait, la gestion de notre identité, et c'est ce qui permet d'avoir un bouton mot de passe oublié. On lui dit, au fait, j'ai oublié mon mot de passe, et donc là, souvent, le site nous envoie un lien de réinitialisation de mot de passe sur notre adresse mail, et donc, en fait, c'est à l'adresse mail qu'on a délégué notre identité. Et en fait, dans les systèmes qu'on utilise au quotidien avec des architectures centralisées, on délègue toujours la gestion de l'identité à quelqu'un d'autre. Et en fait, ça, c'est très problématique quand on veut faire des choses aussi importantes que la création monétaire et peut-être du vote, parce que c'est déléguer son droit de vote, son pouvoir démocratique, et donc on est parti sur des solutions où en fait l'identité elle est basée sur un secret qu'on conserve et qu'on est le seul à savoir. On peut le noter sur du papier si on veut être sûr de pouvoir le retrouver. Mais si on le perd, il y a personne d'autre qui pourra court-circuiter notre identité parce que ce serait une faille de sécurité. C'est un peu comme quand on perd sa carte d'identité, c'est tout un pataquès pour la refaire, parce qu'il faut se représenter soi-même auprès des services de l'État en disant j'ai perdu mon identité. Sauf que là, c'est comme c'est décentralisé, pour se représenter, il n'y a pas de service centralisé à qui se présenter, et il faut se représenter à la communauté avec un nouveau secret. Et donc ça vaut pour la gestion de l'identité, ça vaut aussi pour la gestion de la monnaie, c'est-à-dire que la monnaie, elle est stockée sur un compte en blockchain mais qui est public, et que pour sortir la monnaie de ce compte, pour faire des transferts, il faut prouver qu'on possède le secret, qui sont des nombres aléatoires, et cet aléatoire, personne ne pourra le reproduire. Enfin, la probabilité qu'ils reproduisent le même aléatoire est infime, et c'est ça qui garantit toute la sécurité du système. Alors, je vais me retourner vers Sarah, mais j'espère. Alors, je ne compte pas poser une question piège, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt, par exemple, Comme l'a expliqué Martial, et je rajouterais une petite notion, c'est que si on perd ses secrets, il y a quand même une possibilité de recréer un compte membre, parce que il est possible de révoquer. Donc quand on crée son compte et qu'ensuite on demande à être certifié, devenir membre de la toile de confiance, normalement les certificateurs doivent s'assurer que l'individu qui veut devenir membre a téléchargé son fichier de révocation qui va sauvegarder quelque part et qui va lui permettre de révoquer son identité membre. Et une fois que son identité membre, là à ce moment-là, comme il n'a plus d'identité membre attachée à lui-même, il peut recréer un compte membre en disant voilà, j'ai révoqué, vous pouvez aller voir sur mon compte que je ne peux plus accéder, donc j'ai révoqué mon compte et donc je peux recréer une identité membre. Et alors quand on meurt, comme l'a expliqué Martial, déjà c'est 2 ans, mais en fait tous les ans, comme quand on fait refaire sa carte de crédit, tous les ans, il faut qu'on atteste qu'on est toujours vivant. Donc il y a un bouton qui apparaît 2 mois avant l'anniversaire de tous les 1 an, et de dire je suis toujours vivant, et je sais plus comment ça s'appelle la procédure. Je renouvelle mon adhésion. Voilà, je renouvelle mon adhésion. Merci Hugo. Donc je renouvelle mon adhésion, et donc voilà. Et donc si je le fais pas, si je renouvelle pas mon adhésion, les DU vont arrêter de se manifester à la date anniversaire, puisque je l'ai pas renouvelé. Et puis au bout de 2 ans, mon compte est révoqué, et puis il est déjà pas renouvelé, donc je suis déjà plus membre au bout d'1 an. Et puis au bout de 2 ans, j'ai perdu toutes les certifications parce qu'une certification est valable 2 ans. Et là, le compte disparaît. Enfin, il est inaccessible en fait. C'est pas qu'il disparaît, c'est qu'il est toujours inscrit, mais il crée plus de dividendes universels. Et il est plus accessible, à moins que normalement c'est justement on doit pas faire ça. C'est pas comme il n'y a pas un héritage. Je vais pas
je ne lègue pas mon compte membre. C'est chaque être vivant a un compte membre qui lui est dédié. Donc c'est comme si sa voix, je donne pas ma voix une fois que je suis mort. Et puis il y a des gens qui auraient, je sais pas moi, ils ont 3 enfants, enfin ils ont plein de générations. Non, ça s'arrête là. Voilà un peu. Donc, Martial, toi, tu peux peut-être rebondir sur justement cette notion de DU. Moi, perso, un dividende, j'y comprends rien. J'aime pas trop la bourse. J'y pige rien. Ça veut dire quoi, voilà? Je voudrais revenir sur cette notion de mort aussi, en fait. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en fait, donc j'arrive d'arriver au DU avec ça, c'est que la monnaie, elle est créée de manière exponentielle. On en crée de plus en plus. Et donc, en fait, un compte qui s'arrête de créer de la monnaie et qui arrête d'échanger, finalement, la monnaie qui a sur ce compte perd de la valeur au fil du temps et finit par n'avoir plus aucun intérêt. Et donc, contrairement au Bitcoin, où ceux qui ont perdu leur code d'accès sont bien embêtés parce qu'ils ont parfois quelques millions qui sont perdus, avec la June, au fil du temps, en fait, la monnaie perdue a perdu de sa valeur aussi, quoi, parce qu'on a créé beaucoup plus d'autres monnaies. Voilà, ce DU, en fait, est créé chaque jour et représente une portion toujours égale de la masse monétaire moyenne par membre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un calcul savant qui prend la masse monétaire globale, le nombre de membres, qui fait une division. On t'entend moins bien, Martial. Oui. Attention, rapproche-toi de ton micro. On calcule le DU à partir de la masse monétaire moyenne, c'est-à-dire que le nombre de jus en circulation, le nombre de membres, et on calcule un coefficient qui lui permet en fait de créer 10% de masse monétaire normalement, 10% de masse monétaire de plus chaque année. Ce chiffre a été a été calculé aussi par une formule mathématique de façon à ce que les plus jeunes ne soient pas avantagés ou ni les plus vieux en fait, et qu'on ait un équilibre à demi-vie, faisant que en fait en 40 ans chaque être humain a créé sa part de monnaie. Et donc ce DU augmente en fait tous les 6 mois en fonction de la masse monétaire. La masse monétaire augmente, donc le DU augmente. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait du coup on ne compte plus en June, mais on va compter en DU. C'est-à-dire que le DU, ça représente une part de création monétaire quotidienne. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à combien mesure un euro, on ne sait pas. Mais un DU, ça représente la création monétaire d'une personne chaque jour, et ce sera tout le temps ça. Quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, ce sera toujours, cette création monétaire sera toujours un DU par jour. Et donc, en fait, quand on met une chose qui vaut un DU, on sait que ça représente la création d'une personne pour une journée. Voilà, et ça correspond pas forcément à une heure de travail ou une journée de travail, hein, attention, ça correspond bien à une journée de création monétaire. Et donc après, quand on travaille, on peut gagner plus qu'un DU par jour, et même beaucoup plus que ça. Donc en fait, c'est juste cette petite création monétaire, c'est un DU par jour, qui reste toujours une unité qui est qui est égalitaire de manière spatio-temporelle, comme on dit en fait. Quel que soit l'espace, quelle que soit l'époque, un DU, c'est toujours un DU, c'est toujours une part de création monétaire. Et donc en fait, les DU du passé valent beaucoup moins aujourd'hui que les DU d'aujourd'hui. Et c'est l'intérêt, c'est qu'en fait, la monnaie qui sera créée par nous n'aura plus aucune valeur pour nos petits-enfants, et en fait il n'y aura aucune influence sur leur vie. La monnaie que nous on a créée n'aura pas d'influence sur leur vie puisqu'elle ne vaudra plus rien pour eux, et ce sera la monnaie que eux ils ont créée qui aura de la valeur. Et donc en fait c'est un effet glissant au fil du temps comme ça qui fait que chaque être humain crée toujours égalité en termes de création monétaire. De ce que je comprends, notamment s'il y a 10%... Par exemple ? Ah oui, vas-y Sarah. Voilà, donc là, le DU actuellement, il est tous les jours, c'est 11,25 junes. Mais en 2017, quand il a été créé, un DU était égal à 10 junes. Donc 8 ans plus tard, en fait, la valeur du DU a évolué suivant la formule mathématique qui fait que ça explique
que cette égalité en fait de création monétaire dans le temps. Donc là, augmentation du volume monétaire de manière régulière, ce qui me paraît approprié, notamment si la communauté grossit, c'est plutôt pratique, mais ça implique aussi qu'il y ait de l'inflation. Généralement, tout le monde se plaint, personne n'en veut de l'inflation, surtout dans les systèmes actuels, on se bat à tout va contre ça. Je ne sais pas si Hugo, toi, ça te parle. Alors déjà, je me permets de te reprendre là-dessus, on se bat pas contre l'inflation, on se bat contre l'excès d'inflation. On a même des instances monétaires européennes qui cherchent à réguler le taux d'inflation autour de 3%, 4%, je sais plus très bien où ils sont. La Federal Reserve aux États-Unis, c'est une valeur un peu différente, mais en fait, cette inflation, elle n'est pas directement liée à la quantité de monnaie en jeu. En fait, la quantité de monnaie, c'est une chose, mais il y a toute l'économie qui influe sur la manière dont la société réagit à cette quantité de monnaie circulante. Ça dépend beaucoup de là où la monnaie est créée. Est-ce qu'elle est monnaie créée plutôt pour l'économie réelle, donc, ou pour l'économie spéculative? Donc, mais effectivement, c'est très important d'avoir une référence d'échelle des prix et que ces prix n'évoluent pas trop vite. S'il y a une déflation, c'est très problématique souvent. S'il y a une hyperinflation ou une trop grosse inflation, ça pose des problèmes aussi. Et donc, si on s'intéresse par exemple à ce qui se passe à l'euro, j'ai mis pour ceux qui sont dans le chat le lien vers la page Wikipédia, vers la masse monétaire. On voit les différentes composantes de la masse monétaire et ce qui décrit comment est-ce qu'on compte la monnaie, mais en gros, lors de la mise en place de l'euro en 2002, il y avait à peu près 5 000 milliards d'euros en circulation. Sur le graphique, on voit là, en 2023, on était plutôt autour de 15 000 milliards d'euros. Donc entre 2002 et 2023, là, on a eu un triplement de la masse monétaire totale. Et ça s'est fait à une vitesse qui n'est pas constante. Ça veut dire le taux de création monétaire annuel qui est aussi représenté. En fait, il a évolué entre des périodes où il était très élevé, 12%, par exemple avant la crise de 2008. Et puis il a atteint des portions négatives à moins 1%, donc c'est un taux de croissance monétaire mais annualisé. Et donc ces grosses variations, elles sont liées à la manière dont l'économie réagit aux anticipations. Donc est-ce qu'on va aller s'endetter, est-ce qu'on va faire un crédit auprès de la banque ou pas, et ça dépend de la manière dont on perçoit l'économie, et puis aussi de choix politiques monétaire, de politique monétaire au niveau des banques centrales qui choisissent des taux directeurs. C'est une machinerie très complexe et simplement, donc c'est très complexe, c'est très compliqué à analyser et du coup, quand c'est compliqué à analyser et à comprendre, ça limite les possibilités de prendre des décisions éclairées. Et donc, dans le cas de la monnaie libre, au contraire, c'était très simple. On a décidé une fois pour toutes au lancement de la monnaie d'un taux de création annuel de la monnaie qui est choisi donc à population constante, qui est choisi autour de, on va dire, 10% par an, c'est un petit peu moins. En fait, c'est même 5,6% tous les 6 mois. Enfin, c'est une valeur sur laquelle on s'est mis d'accord au début. Ça, c'est à population constante parce qu'effectivement, évidemment, quand la démographie change, ça change la valeur de la monnaie également. En fait, c'est pas la même chose d'avoir. Si on dit que j'ai 1 euro, on sait pas. Ce que ça veut dire. Est-ce que c'est 1 euro sur 10 en circulation, auquel cas j'ai 10% de la richesse, ou est-ce que c'est 1 euro sur 1 million en circulation? Et puis même si c'est 1 euro sur 1 million, c'est pas la même chose si on est 2 personnes. Dans ce cas-là, moi j'en ai 1 et 999 999 et c'est pas la même chose si on est 1 milliard. Dans ce cas-là, j'ai 10 fois en moyenne, 10 fois plus que tous les autres. Donc regardez la quantité de monnaie toute seule, c'est pas très parlant. Il faut regarder la quantité de monnaie, le nombre de personnes. Donc en Union européenne, ça n'a pas tellement changé. Enfin, en zone monétaire euro, c'est autour de 350 millions de personnes et c'est resté à peu près stable entre 2002 et 2023. Mais donc pour la même quantité de personnes,
entre 2002 et 2023, on a eu un triplement de la quantité de monnaie. Je vais peut-être t'interrompre, on se dirige vraiment sur la fin. Je remonte une petite question qui peut être intéressante quand même du point de vue pratique. Là, je m'oriente vers Sarah. Si tu as des idées là-dessus, à quoi ça sert aujourd'hui ? À quoi les gens l'utilisent ? Alors, les gens l'utilisent à ce qu'ils ont envie, en fait. C'est la liberté de créer, la liberté d'utiliser. Donc là, on est sur une communauté qui a envie de changement, et les communautés qui ont envie de changement, c'est beaucoup, je pense, des communautés qui font du service. Et on a quelques services. On a des événements, beaucoup d'événements qu'on appelle les G-événements. On est des grands joueurs dans la monnaie libre. On joue beaucoup avec les mots. Donc on prend le G de la June et puis on fait des G apéros, des G événements, des G blabla, des G marché. Enfin plein de G, des Airbnb June. Enfin voilà, on s'amuse bien. Il y a les pages June aussi, voilà. Et donc il y a ce que les nouveaux ont à proposer en service, et puis ceux qui sont déjà là. Donc moi par exemple de mon côté, j'ai acheté un ordinateur en June. Il y a une podologue qui prend la June, une psychologue qui prend la June, une kiné qui prend la June. Après moi je fabrique du vinaigre de pomme, donc je vends du vinaigre de pomme, du kombucha. Qu'est-ce que j'ai acheté des jeux. Il y a beaucoup aussi parce que le style vide-grenier. Parce qu'en fait, quand on a des choses qui ont été payées avec de l'euro, c'est pas forcément évident de les vendre en June, quoi, parce qu'on a une sorte de perte dans la monnaie euro. Donc tout ce qu'on peut créer de notre valeur, qui n'a pas demandé beaucoup d'investissement en euros, on peut l'offrir en June, et c'est beaucoup ce qui se passe. Voilà, donc il y a énormément. Je crois qu'il y a une voiture qui a été vendue en June aussi, une moto aussi. Enfin voilà, mais après on peut. J'ai acheté des panini. Qu'est-ce que j'étais au dernier J'ai marché au G1 Camp. Là, il y a un autre événement qui sera à côté de Toulouse, l'Agora de la monnaie libre, où il y aura un gros G marché aussi. Donc il y a des maraîchers qui vendent soit des légumes qui sont faits pousser, ou des invendus qui normalement ils peuvent pas les vendre, donc ils les vendent en June. Merci beaucoup. On peut pratiquement tout trouver. C'est Isa, merci beaucoup pour tous ces exemples concrets. Moi personnellement, j'ai été un peu perdue à certains moments, mais là on revient vraiment sur du concret. On peut faire plein de choses avec la June. Manu, je te laisse conclure parce que malheureusement on a terminé notre temps. Oui, et je pense ça mériterait d'autres émissions. Hein. Ouais, juste une petite phrase que j'aime bien, que dit Pi, c'est le seul risque d'utiliser la June, en fait, c'est de ne pas l'utiliser. Donc effectivement, et je pense qu'il va falloir qu'on se convertisse tous petit à petit, qu'on aille à des réunions de certification, rentrer dans la toile de confiance et installer le logiciel qui va bien. Je vous remercie, Hugo, Mathias, Sarah. Je vous dis merci. À une prochaine fois. À la prochaine. Voilà, et puis on va repasser la main à Isabella qui va lancer une pause musicale. Et après la pause musicale, nous entendrons une nouvelle chronique FHX de Florence Chabanois. Mais pour l'instant, on va écouter There Nothing par Lisna CC0. Cause commune 93.1. Take on no job,
Nous venons d'écouter There Nothing par All Is Now CC0, disponible sous licence libre Creative Commons CC0 1.0, qui est au plus près de domaine public et dans la limite bien sûr des lois applicables. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je suis Isabelle Lavani de l'April. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique FHX de Florence Chabanois, présidente de la Place des Grenouilles. Statistiques éclairantes, expériences individuelles et conseils concrets, votre rendez-vous mensuel pour comprendre et agir en faveur de l'égalité de genre. Bonjour Florence. Bonjour Isabella. De quoi tu vas nous parler copains. Ah oui, de quoi tu vas nous parler Mix. Super, vas-y. Mix. Bonjour les copains, je travaille dans l'informatique depuis plus de 20 ans. Je reçois parfois des messages du type « J'aimerais bien avoir plus de diversité dans mon équipe, entreprise, /asso, /conférence, mais aucune femme ne se manifeste. » Les personnes non binaires sont peu évoquées. C'est quelque chose que moi-même, je me disais il y a quelques années. En 10 ans de management, j'avais recruté une seule femme. Ce n'était pas une priorité. Ma mission, c'était grosso modo de ramener des sous et des utilisateurs, ce qui passe par sortir des fonctionnalités qui marchent bien dans des délais raisonnables. Pour le reste, tout ce qui n'est pas business, comme la sécurité, l'accessibilité des produits, l'optimisation des temps, l'écologie, le respect des données personnelles, la souveraineté, la compatibilité avec les vieux appareils, la diversité des équipes en expérience, en genre, en âge, tente de se faire de la place tant bien que mal sur un coin de la roadmap. D'après Femmes et Ingénieurs, 25% des ingénieurs sont des femmes. Elles se tournent majoritairement vers les secteurs agroalimentaires, chimiques, environnementaux, enseignement, recherche et administration. Il s'agit aussi des secteurs les moins rémunérateurs de l'ingénierie. Cause ou conséquence ? Les hommes, eux, sont dominants dans les secteurs de l'armement, du transport et de l'informatique. Ils sont aussi plus présents dans les postes de direction générale. Ce n'est pas une particularité de l'ingénierie. En effet, tous secteurs confondus, les postes de direction sont occupés à 80% par des hommes en Europe, à 64% à l'échelon d'en dessous et à 56% encore en dessous. De toute façon, quel que soit le niveau de responsabilité, le salaire médian des femmes est systématiquement inférieur à celui des hommes, y compris en début de carrière, dans l'ingénierie. Dans l'informatique, Figures et 15 Tech comptabilisent 20% d'écart salarial en 2022 versus 15% tous secteurs confondus, notamment liés au plafond de verre et au plancher collant qui entravent l'accès aux femmes à des postes de direction. Mais si à l'entrée dans les filières scientifiques ou informatiques, il y a peu de filles, qu'est-ce qu'on y peut ? En fait, jusqu'au lycée, il y a presque autant de filles que de garçons dans les filières scientifiques. En 2020, il y en avait même autant.
Depuis la réforme Blanquer en 2019, les élèves fuient les filières scientifiques. On perd 30% des garçons et 60% des filles, ce qui nous a fait revenir 25 ans en arrière en termes de part de lycéennes choisissant ces disciplines. Bon, pour être juste, en même temps, l'égalité femmes-hommes, c'était la grande cause du quinquennat précédent. Le GIE, Grande École du Numérique, qui avait pour mission de former au numérique le grand public, y compris les femmes, vient d'ailleurs d'être dissous. Sur leur site encore disponible pour l'instant, vous pouvez voir comment l'informatique a été créée par des femmes à l'origine et a été un secteur féminin pendant des décennies, jusqu'à qu'il devienne lucratif et noble. D'ailleurs, l'informatique est une des seules activités féminisées qui ont vu entrer des hommes depuis les années 80, avec le textile. En effet, à l'époque, les femmes constituaient 85% des effectifs informatiques. À l'inverse, des secteurs mixtes, à l'époque, comme l'enseignement, le paramédical, comptent aujourd'hui une minorité d'hommes. Ce sont aussi devenus des secteurs d'activité en crise et en souffrance. Coïncidence ? Cause ou conséquence ? Selon le contexte, il y a les fans de mixité, qu'on entendra plus lorsqu'il y a des groupes en non-mixité choisis, et les fervents de la non-mixité occasionnelle. Sur le principe, je suis favorable à des groupes mixtes parce que c'est une richesse. Par exemple, on peut y donner de l'écho à la réalité des femmes et à des études qu'on ne regarde pas pour augmenter cette conscientisation et vice-versa. Je suis aussi favorable à des espaces non mixtes à côté, où les personnes se comprennent et n'ont pas à se justifier, où elles peuvent se ressourcer en parlant librement de sujets tabous, ou pas d'ailleurs. En réalité, la mixité est plus difficile à vivre pour certaines catégories de personnes que d'autres. En fonction du rapport de domination implicite, on n'a pas les mêmes barrières implicites à prendre en compte. Quand on est un homme, on ne vit pas les mêmes micro-agressions, les mêmes injonctions à ne pas parler trop fort. On a une légitimité par défaut. On a le droit d'être en désaccord sans se faire coller une étiquette, ni critiquer sur la forme. On n'a pas besoin de se suradapter et de peser chaque mot pour ne pas braquer l'autre. En fait, la mixité n'a pas d'évidence. Elle se travaille et se construit. Pour avoir plus de diversité, il faut déjà y porter de l'attention et écouter les femmes pour savoir pourquoi elles ne viennent pas et pourquoi elles repartent si vite. La moitié des femmes dans l'informatique repartent après 10 ans. Il ne suffit pas de parler de flexibilité horaire dans les offres d'emploi avec de l'écriture égalitaire, de savoir ou de se dire que dans notre organisation, il n'y a pas de sexisme et que nous, on est quelqu'un de bien, quelqu'une de bien, donc pas sexiste non plus. Il y a le sexisme hostile auquel on pense par défaut, où on insulte et dégrade ouvertement les femmes, mais il y a aussi le sexisme bienveillant, où on va complimenter les femmes sur leur douceur, leur tenue, leur gentillesse, leur charme. Et le sexisme intériorisé, où l'infériorité des non-hommes fait partie de notre vision du monde, plus ou moins consciemment. Cela peut passer par du manterrupting, où les hommes coupent la parole des femmes, du manspreading, où des hommes prennent tout l'espace physique et ou vocal, du repeating, avec un H, aspiré, où une idée devient intéressante si elle sort d'une bouche masculine, ou du broprieting, la récupération d'une idée de femme sans que cela soit relevé. La culture sexiste dans la tech caracole d'ailleurs en tête des motifs des départs des femmes. Le sexisme est partout, dans toutes les causes, organisations, partis politiques, secteurs d'activité, espaces publics et privés, dans chaque personne. Il n'y a pas de solution miracle ou one-shot. Si on veut de la diversité dans nos organisations, cela touche forcément aussi à l'équité dans les domaines connexes. Foyer, culture, structure, logiciel fait majoritairement par des hommes, la santé, l'éducation. Les dynamiques sont liées et se nourrissent. Penser que c'est un problème local, un malentendu, qu'individuellement on n'a ni levier ni responsabilité est une erreur. Même lorsque l'on dit que ce n'est pas prioritaire ou hors sujet, dès qu'on arrête d'investir dessus, on ouvre une brèche, on recule face aux autres forces contraires, le statu quo inégalitaire. C'est ce qui permet à des violences sexistes et sexuelles de prospérer et tant d'affaires de rester sous silence pendant des décennies avant d'enfin pouvoir être audibles, qu'il s'agisse de PPDA, l'abbé Pierre, d'Andy Rubin, le créateur d'Android, ou des révélations de Suzanne Fowler chez Uber. La communauté du libre n'est pas en reste, avec Jacob Appelbaum de Tor, Debian par exemple. C'est mieux que rien de mettre en place des numéros verts, des codes de conduite dans les communautés, après que des femmes aient enfin réussi à faire fi du gaslighting et à parler, à se faire entendre. Mais est-ce suffisant ? Est-ce qu'on peut parler de logiciels vraiment libres s'ils reflètent le patriarcat de la société, s'ils ne concernent que les hommes blancs, hétéros, valides ? Est-ce que la machine de Blanquer ne nous a pas renvoyé plus loin que 25 ans en arrière, mais en 1789, quand on mettait en place le suffrage universel uniquement pour les hommes ? Je vous laisse sur ça et vous dis à bientôt.
Merci Florence de nous rappeler tout ça. Et je te donne dès maintenant rendez-vous au prochain mois pour une autre chronique FHX. Merci Isa. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Dans les annonces, appel à soutien pour Unohost. Unohost est un système d'exploitation libre permettant l'installation de son propre serveur et facilitant donc l'auto-hébergement des services en ligne. Le projet est développé essentiellement bénévolement et aujourd'hui a besoin de dons pour continuer à exister. N'hésitez pas à contribuer par un don ou en relayant la campagne. Comme vous le savez, Libre à vous est diffusée en direct chaque mardi sur la radio Cause Commune. L'émission est également rediffusée sur d'autres radios que nous avons saluées au début d'émission. Radio Libre en Périgord et la web radio Sigaloun. Si vous écoutez des radios locales, n'hésitez pas à les contacter pour demander si la radio serait intéressée par diffuser Libre à vous. Si la radio a des questions, vous pouvez indiquer l'adresse de contact bonjour@libreavou.org. Une nouvelle soirée de contribution libre aura lieu jeudi 8 mai à la Fondation pour le Progrès Humain à Paris, dans le 11e arrondissement. Et je tiens à vous dire que dans votre entourage, il y a des personnes qui voudraient quitter Gmail ou autres géants du courriel, mais qui ne s'y mettent pas par flemme ou parce que ça leur paraît trop difficile. Et il y a une bonne nouvelle, le collectif d'Email-Nagement vient de se créer pour proposer un accompagnement à la migration vers des messageries alternatives. La soirée de lancement aura lieu mercredi 21 mai de 18 à 22h à Césure, qui se trouve à Paris, dans le 5e arrondissement. L'inscription est recommandée. Et une rencontre livresque avec Sébastien Broca, auteur de Utopie du logiciel libre, aura lieu jeudi 22 mai 2025 dès 18h30 à la librairie à livre ouvert à Paris dans le 11e arrondissement pour pouvoir échanger avec l'auteur sur son dernier ouvrage qui vient de paraître, Pris dans la toile. Et je vous invite comme d'habitude à consulter le site de l'Agenda du Libre à agendadulibre.org pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine, vous entendez déjà notre générique. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Jean-Christophe Becquet, Emmanuel Charpentier, Hugo Trantesso, Martial Alial Maltir et Sarah qui contribuent au projet Monnaie Libre. Aux manettes de la régie, et Florence Chabanor bien sûr. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Magali Garnero, et merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudon, Langen, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, qui est le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets de l'émission en podcasts individuels par sujet, Quentin Gibaud, Teukrit et Tuni, qui sont bénévoles à l'April, et mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org/246 toutes les références utiles de l'émission de ce jour, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour@libreavou.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sous le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour poser une question. Le numéro de répondeur 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 13 mai 2025 à 15h30. Notre sujet principal sera un nouvel épisode de Au Café Libre, débat autour de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 13 mai et d'ici là, portez-vous bien.